19h, merci de nous rejoindre sur A24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Gaza sous les bombes depuis maintenant 121 jours. Durant les dernières 24 heures, 127 Palestiniens ont été tués, ce qui porte le nombre de martyrs à 27 365 depuis le 7 octobre dernier. Déjà sous pression en raison des bombardements incessants, l'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Balah se retrouve confronté à une grave pénurie qui met en péril la vie de nombreux patients. Nouvelle série de bombardements menés sur le Yémen par les forces américano-britanniques. Plusieurs villes dans la capitale Sanaa ont été ciblées. Hage Geingob, président namibien, n'est plus. Il est décédé à l'âge de 82 ans. Le nouveau président Nangolo Mbumba a prêté serment ce dimanche, ouvrant une nouvelle page dans l'histoire du pays. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, cela fait maintenant 121 jours que les forces d'occupation sionistes bombardent sans relâche la bande de Gaza. Les frappes sur Deir el-Balah se sont intensifiées depuis plusieurs jours, faisant des dizaines de victimes. Ce dimanche, des sources locales ont rapporté que 2 civils avaient été assassinés et 7 autres blessés dans le bombardement d'une maison de la famille Abou Safar dans le quartier d'Al-Hakkar. Et durant les dernières 24 heures, 127 Palestiniens ont été tués, ce qui porte le nombre de martyrs à 27 365 depuis le 7 octobre dernier, selon un nouveau bilan qui fait également état de 66 630 personnes blessées. À noter également que des milliers de personnes restent sous les décombres et sur les routes où les forces d'occupation empêchent les ambulances de leur porter secours. La région de Rafah est une fois de plus sous les bombes des bombardements qui ont coûté la vie à 2 enfants. L'Organisation des Nations Unies dit craindre pour la région. Ma famille déplacée vit dans une chambre insalubre sur un terrain agricole. Soudain, au milieu de la nuit, elle a été touchée, probablement par un missile de drone. La fille de ma sœur a été tuée sur le coup. Elle avait 2 ans et demi. Les autres ont été blessés. Certains sont en soins intensifs à l'hôpital européen et heureusement, certains blessés légers se sont rétablis. Et au moins 3 personnes ont été blessées dans le quartier de Salam à Rafah, toujours par une roquette sioniste ce dimanche. Aouni al-Rakawi a déclaré qu'elle se trouvait à environ 2 mètres de la frappe lorsqu'elle a eu lieu. On écoute son témoignage. Nous allions enterrer notre frère Ibrahim al-Rakhawi. Une fois garé dans la zone nord du cimetière, une roquette a touché la voiture derrière nous. Nous étions à 2 mètres de la voiture. J'ai légèrement été blessé au doigt, d'autres ont été blessés à la jambe ou à la poitrine. Et notre parent, venu de Gaza, a été blessé à l'épaule et à la poitrine. Il y a aussi 4 personnes qui se trouvaient dans la voiture et qui ont été blessées. Il n'y a pas de zone de sécurité ici à Rafah. Il y a plus de 1,6 million d'habitants, il n'y a pas de zone de sécurité. Même ceux qui sont venus ici en réclamant un passage sûr, ils ont tous été touchés. Il n'y a pas de passage sûr. Et on reste dans la même région où des membres de la famille de 2 enfants tués ont fait leurs adieux aux défunts avant de les enterrer. Un proche de l'un des 2 enfants a déclaré que la frappe aérienne avait touché une pièce où se trouvaient des femmes et des enfants.
Après les frappes sionistes sur Rafah, les Palestiniens appellent à l'aide pour qu'un cessez-le-feu soit déclaré et que ces bombardements cessent une bonne fois pour toutes. Je vous propose d'écouter le témoignage de Mohamed Khalil. Il est dévasté par la situation. Nous perdons des familles, des mères, des pères. Nous perdons tellement de gens. Chaque fois que nous perdons quelque chose de différent, nous avons besoin d'aide pour mettre fin à cette guerre. Chaque jour, quelqu'un perd son frère. Le lendemain, il perd sa mère. Que Dieu se venge. Dieu merci, je n'ai perdu personne. Nous dormions à la maison et nous avons entendu les Israéliens nous donner l'ordre d'évacuer. Mais nous n'y avons pas prêté attention. Ils nous ont envoyés 2 fois et nous n'avons pas répondu. Puis tout à coup, nous avons vu des gens courir vers nous en disant « Évacuez, évacuez, sortez de chez vous ». On nous a dit de partir. Au bout de 10 minutes, nous étions hors de nos maisons et nous avons parcouru la moitié de la rue. 20 minutes plus tard, ils ont frappé. Mais heureusement, personne n'a été blessé. Pour fuir les bombardements, les déplacés ont trouvé refuge dans des bâtiments endommagés, même si cela met encore plus en danger leur sécurité, puisque ces bâtisses peuvent s'effondrer d'un moment à l'autre. 1,7 million de personnes, soit plus de 75% de la population, a été déplacée dans la bande de Gaza, selon l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, l'UNRWA, qui déclare que plus de 60% des bâtiments à Gaza ont été endommagés par les bombardements. Notre maison de 6 étages dans le nord a été bombardée et 42 personnes sont mortes sous les décombres. Nous n'avons pas pu les atteindre. Nous avons d'abord été déplacés vers la ville de Khan Younes, puis nous avons fui vers la ville de Rafah. Après ça, les chars israéliens ont fait éruption. Nous n'avons trouvé d'abri que sous les décombres. C'est un endroit très dangereux, mais nous n'avons pas d'autre choix. Et déjà sous pression en raison des nombreux bombardements, l'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Balah se retrouve confronté à une grave pénurie qui met en péril la vie de nombreux patients. La situation critique de cet établissement médical le soulève des préoccupations, attirant l'attention sur l'urgence humanitaire qui persiste dans la bande de Gaza. Le point de la situation avec Mohamed Ali Ben Chaban. Les souffrances de cette femme témoignent de l'atrocité et de l'horreur des crimes de l'antisioniste. Les couloirs de l'hôpital Al-Aqsa grouillent de malades en attente. Parmi les patients, un garçon se débattait contre une crise respiratoire qui menaçait de l'étouffer. Les médecins, conscients de l'urgence de la situation, décident de transporter l'enfant en bloc opératoire, malgré l'absence d'équipements fonctionnels et de salles d'opération opérationnelles. Il y a de graves pénuries de matériel opérationnel pour les appareils. Les appareils sont disponibles, mais le matériel opérationnel ne l'est pas. Rien n'est entré depuis 4 mois. Le stockage stratégique dans les entrepôts du ministère de la Santé pour les laboratoires est épuisé. Malheureusement, on ne peut pas faire le test CBC pour chaque patient qui arrive à l'hôpital. La situation en général à l'hôpital est considérée comme difficile et cela est dû au manque de ressources, de matériel opérationnel et de médicaments, en plus du départ d'une grande partie du personnel, notamment des médecins, des infirmiers et des administrateurs. Tout cela a conduit à un semi-effondrement de l'hôpital. Face à une grave pénurie et au dysfonctionnement des appareils, le laboratoire de cet établissement hospitalier pourrait fermer complètement d'ici quelques semaines.
Si les choses continuent ainsi, d'ici 2 ou 3 semaines, le laboratoire s'arrêtera complètement. À une certaine époque, l'hôpital comptait environ 450 médecins. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que 100 médecins, ce qui n'est pas suffisant pour l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa. D'autant plus qu'il s'agit du principal hôpital de la région centrale. De nombreux patients ont également été hospitalisés, déplacés du nord de Gaza vers le sud de l'enclave. Face à la crise humanitaire qui sévit à l'hôpital, des mesures doivent être prises pour garantir un accès sans entrave aux fournitures médicales et aux équipements essentiels pour sauver des vies et atténuer les souffrances des populations les plus vulnérables de l'enclave. Rien ne semble améliorer la situation. L'approvisionnement en aide a atteint ses limites à Rafah. Les nombreux déplacés vivent dans une situation très précaire et manquent de tout. Depuis que nous sommes arrivés dans les tentes ici à Rafah, après avoir été dans les écoles, nous n'avons reçu aucune aide. La situation est très difficile ici à Rafah. Tout est cher. Si vous souhaitez acheter du bois de chauffage, cela coûte 20 shekels. Ici, tout est cher. Je suis ici pour recevoir un sac de farine pour les enfants. Vous voyez que la situation est difficile. Nous prions Dieu pour qu'il nous soulage. Peut-être qu'il y aura un cessez-le-feu aujourd'hui ou demain. Nous implorons Dieu. La majorité des personnes déplacées sont venues ici, dans la zone sud de Rafah. Les gens se sont rassemblés après avoir été déplacés de Khan Younes et des zones centrales. Les quantités de nourriture qui parviennent aux résidents ici sont insuffisantes et très limitées. Nous exigeons l'augmentation de l'aide aux habitants et le retour des déplacés dans leur lieu d'habitation. En Cisjordanie occupée depuis la nuit dernière, les forces d'occupation ont arrêté au moins 14 citoyens, dont d'anciens prisonniers, selon la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Dans un communiqué de presse commun, les deux institutions ont indiqué que les arrestations ont été concentrées dans les gouvernorats de Qalqilia et de Naplouse, tandis que le reste des arrestations a été réparti dans les gouvernorats de Tulkarem, Ramallah et Jenin. A noter également que les autorités d'occupation et les colons ont mené 1593 attaques au cours du mois de novembre dernier dans différents gouvernorats selon le rapport mensuel de la Commission sur les violations de l'occupation et des mesures d'expansion coloniale. Et puis des dizaines de colons ont pris d'assaut ce matin les cours de la mosquée Al-Aqsa dans la ville sainte d'Al-Quds occupée. Des témoins oculaires cités par l'agence de presse Wafa ont dit que des dizaines de colons ont effectué des marches de provocation dans les cours d'Al-Aqsa et ont effectué des rituels talmudiques. À noter également que la police de l'occupation continue d'empêcher les Palestiniens d'entrer dans la vieille ville ou dans la mosquée Al-Aqsa, provoquant une diminution du nombre de fidèles. Voilà donc concernant la situation en Palestine, l'actualité de ce dimanche, une nouvelle marquée par cette nouvelle série de bombardements qui a été menée sur le Yémen par les forces américano-britanniques, ciblant plusieurs villes, dont la capitale Sanaa, la ville côtière de Hodeida ou encore Hadja et Saada. D'autres bombardements américains avaient ciblé des régions en Syrie et en Irak, faisant peser de réels risques d'escalade dans toute la région moyen-orientale et en mer Rouge. Les détails, Sofiane Baroudi.
Alors que les forces d'occupation sionistes continuent leurs opérations génocidaires sur Gaza, le bombardement récent de Rafah, où s'entasse plus de la moitié de la population de l'enclave palestinienne, est le signe d'un regain de tension sans précédent avec l'Égypte voisine. La possibilité d'escalade régionale du conflit de haute intensité au Proche et au Moyen-Orient préoccupe profondément la communauté internationale. Sur la ligne de front avec le Liban, les combats sont de plus en plus intenses, alors que plusieurs sources médiatiques indiquent l'intention de l'armée d'occupation de mener une opération d'envergure dans le nord, et que les raids d'agression contre des localités libanaises sont de plus en plus fréquents. La résistance libanaise, pour sa part, a fait état du ciblage de plusieurs points militaires, ainsi que de colonies sionistes en Galilée, au nord de la Palestine occupée, et dans la région de Sheba et de Kafar Shouba, au sud Liban, ainsi que sur toute la ligne de front, se trouvant plus que jamais en état d'ébullition. Du côté de la mer Rouge, une nouvelle série de bombardements ont été menés sur le Yémen par les forces américano-britanniques, ciblant plusieurs villes, dont la capitale Sanaa, la ville côtière Al-Hudayda ou encore Hadja et Saada, dont 13 lieux au Yémen, en réponse aux attaques continues des Houthis contre le trafic maritime international et commercial, ainsi que sur les navires de guerre transitant par la mer Rouge. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint des États-Unis et du Royaume-Uni. Pour sa part, le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sarih, a déclaré que ces agressions ne vont pas être impunies et entraîneront une riposte. Il a également rappelé la position ferme du Yémen, indiquant que les raids d'agression menés contre son pays ne vont pas dissuader Sanaa, qui est attaché aux principes et impératifs moraux, humanistes et spirituels de soutien au peuple palestinien, qui résiste courageusement dans la bande de Gaza assiégée. Pour rappel, les forces armées yéménites et Ansar Allah ont opéré un soutien actif du peuple palestinien en ciblant les navires à destination des ports sionistes ou soutenant l'effort de guerre de l'armée d'occupation à Gaza. D'un autre côté, les frappes menées par la coalition anglo-américaine, en plus de ne pas disposer d'un mandat des Nations Unies, n'ont pas encore atteint l'objectif affiché et la situation du trafic maritime en mer Rouge se complexifie à vue d'œil. Alors que des craintes sur une escalade qui embraserait la région se multiplient, notamment au sein du Conseil de sécurité, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Hossein Abdullahian, à Téhéran, afin de discuter de l'instabilité dans la région, due notamment à la guerre contre Gaza et aux conséquences sur les équilibres régionaux déjà très fragilisés. D'autres bombardements américains avaient ciblé des régions en Syrie et en Irak. 85 cibles auraient été visées, selon le Pentagone, notamment dans la zone stratégique d'El Boukamal, à la frontière entre les deux pays arabes. Le ministère des Affaires étrangères irakien a convoqué l'ambassadeur américain à Bagdad, faisant état de vives protestations. L'Irak a condamné les frappes, considérées comme une agression et une atteinte à sa souveraineté, et exprimant que celles-ci ne pourront qu'augmenter les risques d'instabilité dans la région. Pour rappel, le bombardement d'une base américaine en Jordanie a eu lieu récemment. Ce dernier est le signe de la multiplication du ciblage des intérêts des bases US au Moyen-Orient par les groupes de la résistance pro-palestinien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira lundi en urgence à la demande de la Russie, qui accuse Washington de semer le chaos dans la région. Le Premier ministre irakien Mohammad Shia Soudani s'est rendu ce dimanche dans un hôpital de Bagdad où il a rendu visite aux blessés hospitalisés après les frappes américaines sur l'ouest du pays. Et des centaines de partisans des Houthis ont organisé ce dimanche un défilé militaire en solidarité avec Gaza et en protestation contre les frappes aériennes américaines et britanniques sur les sites Houthis. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé des frappes contre 36 cibles Houthis au Yémen au deuxième jour d'opérations américaines majeures contre des groupes prétendus liés à l'Iran après une attaque meurtrière contre les troupes américaines le week-end dernier. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée au suivi du rapport d'étape sur l'état d'avancement du processus de numérisation. Le Conseil a également été consacré, selon un communiqué de la présidence de la République, au statut et au régime indemnitaire de l'imam et à un exposé sur les fermes pilotes. À retenir également la visite du général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée algérienne, qui se poursuit ce dimanche en Arabie Saoudite, où il prend part en qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune à la deuxième édition du Salon mondial de défense à Riyad. Saïd Chengreha devra visiter des structures relevant des forces armées saoudiennes. Il rencontrera par la même occasion des responsables militaires saoudiens en vue d'étudier les voies du renforcement de la coopération bilatérale et d'examiner les questions d'intérêt commun.
En Tunisie, les Tunisiens se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants dans les conseils locaux. Dans le cadre du second tour des élections locales, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouaskar, a souligné que 779 circonscriptions électorales sont concernées par ce second tour. Au total, 1558 candidats sont en lice lors de ce second tour, pour lequel le nombre d'inscrits sur le registre électoral s'élève à plus de 4 millions de Tunisiens. Les résultats préliminaires sont attendus au plus tard le 7 février. Et en Tunisie, toujours 9 terroristes ont été arrêtés lors de patrouilles des services de sécurité selon l'agence de presse tunisienne. Et la direction générale de la garde nationale a fait savoir que des patrouilles mixtes de Msaken ont arrêté les individus recherchés par la police et les structures judiciaires pour appartenance à une organisation terroriste. Les personnes arrêtées avaient été condamnées à des peines de prison variant de 2 à 13 ans. Les Nations Unies ont annoncé sur leur site internet que le Conseil de sécurité se préparait à tenir une session sur la Libye le 15 février prochain pour discuter de l'évolution de la situation politique dans le pays et du rôle de la mission de l'ONU sur place. Pour rappel, le Conseil de sécurité a tenu une session sur la Libye en décembre dernier, au cours de laquelle l'envoyé de l'ONU, Abdoulaye Bathily, avait informé le Conseil de la position des partis politiques concernant son initiative visant à tenir une réunion quinquennale entre les dirigeants de ces partis. Bathily a exprimé et a expliqué que les dirigeants n'avaient pas rejeté directement l'invitation pour la réunion, mais que certains d'entre eux avaient fixé des conditions de participation. Et puis le président namibien, nous le disions en titre, n'est plus. Hage Geingob est décédé tôt ce dimanche à l'âge de 82 ans. Il a été donc soigné après la découverte de cellules cancéreuses, selon la déclaration sur X du nouveau chef de l'État par intérim, Nangolo Mbumba, jusqu'alors vice-président, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Il avait plus récemment pris position en soutenant la plainte de Pretoria contre l'entité sioniste. À notre mère patrie, la Namibie. Sunday, 4 February 2024, at about... Dr Hage Geingob, le président de la République de Namibie, est décédé aujourd'hui dimanche 4 février 2024 vers minuit 4 à l'hôpital Lady Pohamba. À ses côtés se trouvait sa chère épouse, Madame Monica Geingob, et leurs enfants. L'équipe médicale, comme je l'ai informé hier encore. Les médecins ont fait de leur mieux pour assurer le rétablissement de notre président. Malheureusement, malgré les efforts énergiques de l'équipe pour lui sauver la vie, cher compatriote namibien, il est décédé. La nation namibienne a perdu un éminent serviteur du peuple, une icône de la lutte de libération, l'architecte en chef de notre constitution et le pilier de la maison namibienne. En ce moment de plus profonde tristesse, j'appelle la nation à rester calme et sereine. Le gouvernement s'occupe de tous les arrangements, préparatifs et autres protocoles d'État nécessaires. Le cabinet se réunira avec effet immédiat afin de prendre les directives nécessaires de l'État à cet égard. Que l'âme de notre bien-aimé Dr Hage Geingob repose dans la paix éternelle. In eternal peace. La Namibie a donc ouvert ce dimanche une nouvelle page de son histoire. Nangolo Mbumba a prêté serment en tant que 4e président du pays. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu à Windhoek devant le juge en chef Peter Chivut. I, Nangolo Mbumba, do hereby swear that all inhabitants of the Republic. En Russie, au moins 20 personnes sont mortes dans un bombardement ukrainien qui a ciblé l'est du pays, affirme Moscou. C'est un bâtiment situé dans la ville de Lysychansk qui a été pris pour cible. Les secouristes ont tout de suite été dépêchés sur les lieux du drame pour porter assistance aux survivants. Et puis les agriculteurs italiens ont organisé hier samedi des manifestations dans tout le pays pour s'opposer aux politiques agricoles de l'Union européenne, exigeant que l'UE et le gouvernement italien répondent à leurs difficultés dans leurs opérations agricoles. Plus de 60 tracteurs et autres véhicules agricoles se sont rassemblés dans la ville méridionale de Caserte, interrompant la circulation locale.
Nous sommes engagés dans la culture et nous plantons des olives et des raisins. Notre principale difficulté est que notre ferme n'est plus rentable et ne peut pas supporter toutes sortes de dépenses et le coût de l'entretien des machines. Nous espérons que quelqu'un pourra nous aider. Il y a trop de difficultés. Du prix élevé du diesel au faible prix du blé et des tomates. L'ensemble de la chaîne de l'industrie agricole est presque insoutenable. Au moins 51 personnes ont été tuées dans des incendies de forêt qui ravagent le centre et le sud du Chili. La tragédie la plus meurtrière de la dernière décennie dans le pays et dont le bilan risque encore de s'alourdir ce dimanche. Après une accalmie, les incendies ont repris dans cette région où se trouve la célèbre station balnéaire de Villa del Mar, dont les plages sont prisées en cette période de l'été austral marquée par des températures caniculaires. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la 24 News.